Ce soir, je me trouve dans un lieu dont peu de personnes connaissent le fonctionnement. Des préjugés, des croyances, des tabous qui font de cet hôpital une institution incomprise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis devant l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Cet hôpital public d'un demi-siècle accueille des personnes qui souffrent de différents troubles mentaux. Les malades sont parfois rejetés à tort et leurs familles les isolent. Pourtant, de plus en plus de personnes souffrent de maladies mentales et selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 personne sur 4 est touchée dans le monde et concernée. Nos équipes ont réussi pour la première fois à pénétrer cet établissement, à filmer, à tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons voulu comprendre comment les malades étaient pris en charge, comment ces troubles surviennent-ils, le personnel soignant est-il bien formé et en effectif suffisant, l'hôpital psychiatrique bénéficie-t-il de suffisamment de moyens pour prendre en charge ces malades qui demandent disponibilité, attention, patience et compréhension. Comment les familles accueillent et comprennent la maladie qui touche leurs parents. Mesdames, Messieurs, je vous invite à me suivre dans cet hôpital à travers ce document exclusif réalisé par les équipes de Soprod. Attention, ceci dit, certaines scènes pourraient toucher, choquer la sensibilité de jeunes téléspectateurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 1 personne sur 4 souffrirait de troubles mentaux dans le monde. En Côte d'Ivoire, les maladies psychiatriques font peur. Méconnues, elles sont un véritable tabou. À Abidjan, un hôpital prend en charge ces malades. C'est l'hôpital psychiatrique de Bingerville. 7 heures du matin. Des dizaines de personnes, patients et familles attendent leur tour, amassés dans les couloirs. Cette femme, encadrée par les vigiles, est amenée de force par sa famille. Elle est en pleine crise. Parce que l'hôtel, il y a un gâteau ici. Hé, projecteur, il faut me filmer, puis tu mets ça sur la une ce soir. Maman, salut-moi. Non, Benjamin, ici, ils ont foutu. Hôpital, ça, c'est pour vous les folles. Moi, je suis pas folle. Je suis même pas folle. Je suis même pas... Impossible de calmer la patiente, elle refuse d'être prise en charge. Un médecin doit l'évaluer. Marie-Stéphane est une habituée des lieux. Cela fait 5 ans qu'elle est sous traitement. Son état est habituellement stable, mais depuis quelques jours, elle fait des crises à répétition. Madame, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je vais dire, puis il va expliquer. Elle met dans son petit sac à main. Elle va me donner. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 3 ampoules et puis elle va être debout comme ça. C'est pas possible. Oh! Mais on dit 3 sur l'ordonnance, vous aussi. Va me faire les 2 d'abord. Elle est fatiguée là. Oh, madame, elle est en sous-traitement, c'est pour cela qu'elle est reçue. Oh, tu as raison. Tu as raison. Tu fais ma copine en train de oui. Mais franchement, tu ne peux pas dormir. Puisque tu n'as pas reçu la dose qu'il faut pas. Faites-moi les échanges et puis... Si vous avez... Monsieur Guéry, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là? Non, c'est que on se rend compte finalement que la dose prescrite, il y a eu un sous-dosage du traitement effectué. On voulait qu'on lui fasse 3 ampoules du traitement en retard qui allait couvrir la dame pour ne pas qu'elle décompense. Et la couverture, c'est pas sur 4 semaines. Au lieu de faire 3 ampoules, la sœur a fait faire 1 ampoule. C'est normal qu'elle décompense, elle rechute. Marie-Stéphane est bipolaire. Elle a ce qu'on appelle des troubles de l'humeur. Sans médicaments, ses angoisses remontent. Elle peut passer des semaines sans dormir et tenir des propos totalement délirants. Attrape-moi. Non, mon doigt est déplacé. Ah, qui a déplacé ça? Ils m'ont botté parce que c'est passé à l'église. Parce que les traces là, ils m'ont fait. Bien, je vois. Ici.
ça ici. Trace de ceinture en cuir. Parce que ça, tout mon doigt s'est gâté de plaies. Quand il pas, il me dit que je suis folle. Ma carte magnétique m'appelle, c'est tout ça m'a vraiment bloqué. Dans la semaine, j'ai dépensé 295 000, 16 500, moins de 2 semaines. C'est elle qui a confisqué mon dossier. Actuellement, ma portable, elle me dossier de Cafaba. C'est dans sa chambre là-bas. Elle ne va pas me donner. Quand il s'est fait la mémoire. Elles vont apprécier ça tout à l'heure. Donc, elle prend votre numéro, donne de temps en temps, vous appelez. Non, mais moi-même, je suis à l'hôpital. Non, non, moi, il dit qu'elle ne peut pas tout, parce que c'est de temps en temps, s'il y a un problème, elle vous est demandé. Elle demande des conseils de grand papa. Oui, mais je suis là. C'est pas tous les jours que vous pouvez venir, mais c'est loin. C'est pas grave, mais pour le moment, tu es avec moi, non? Mais il y a fait 3 jours seulement. Ah, oui, toi, tu dis 3 jours. Oui, oui. Mais on va s'entendre, non? On va s'entendre, on va dialoguer. Voilà, on va dialoguer. Mais c'est qu'on finira par s'entendre. Le docteur Gaillet est psychiatre. Il exerce depuis 34 ans dans cet hôpital. Avec beaucoup de tact, il persuade Marie-Stéphane de rester en hospitalisation durant quelques jours, le temps de la stabiliser. L'hôpital psychiatrique de Bingerville compte 3 services, le pavillon homme, le pavillon femme et le service d'hospitalisation mixte. Il peut accueillir jusqu'à 100 patients, 5 psychiatres, 10 aides-soignants, 28 infirmiers et 6 sages-femmes spécialisées en psychiatrie assurent au quotidien les soins des malades. Souleymane est infirmier depuis 2 ans au pavillon des hommes. Alors, Sila, ça va? Tu as bien dormi? D'accord. Tu as quelque chose à signaler? Tout va bien. D'accord. Donc, on va prendre tes constantes. Chaque matin, il fait le tour des patients, vérifie leur température, leur tension, assisté par 2 stagiaires. Alors, quel est l'intérêt de prendre toutes ces mesures dès le matin? L'intérêt, ils sont sous traitement, voilà. Ce sont des médicaments qui sont lourds et autres. Il va falloir contrôler les constantes vitaux pour ne pas qu'il y ait, je vais dire, hypotension, parce que certains médicaments, les neuroleptiques et autres, peuvent créer des hypotensions, peut-être même des hypertensions. Voilà. Donc on essaie de vérifier pour voir s'il y a un signe d'alerte. Voilà. À l'accueil, l'homme assis sur le banc, accompagné de son frère, est agressif et tient des propos incohérents. Parce qu'il dit que moi je veux l'agresser. Moi c'est bon, pardon. Laisse. Pardon, c'est fini. Excusez-moi. On va forcer. Voilà. La situation s'envenime. Impossible de calmer le patient. Les vigiles doivent intervenir et le conduire de force dans une chambre pour lui injecter des calmants. Mais le patient résiste. 3 agents de sécurité pour maîtriser le patient en crise. Souleymane doit lui injecter au plus vite différents calmants pour le tranquilliser. Moi je ne peux plus rentrer avec lui, je suis fatigué. Il m'emmène tout le temps, c'est à cause du lait, c'est le lait. Il n'est pas content de me payer du lait. Je suis une excuse. On a été obligé d'employer la manière forte pour pouvoir faire les injections parce que la plupart des patients qui viennent ici d'abord ne se reconnaissent pas malades. Voilà, ça c'est le premier point. Ils ne se reconnaissent pas malades, donc c'est difficile de pouvoir convaincre quelqu'un qui n'est pas malade de se faire injecter. Voilà. Et donc là, on a été obligé d'employer la manière forte. Il existe plusieurs types de psychoses comme la schizophrénie, le délire paranoïaque ou encore le trouble bipolaire. Pour comprendre pourquoi ces maladies se déclarent, il faut savoir que le cerveau humain possède des milliards de récepteurs pour traiter les informations, les neurones. Afin que ces données circulent, les neurones utilisent entre eux des composés chimiques, les neurotransmetteurs. Leur fonctionnement peut être perturbé par un choc émotionnel, la consommation de drogue ou encore un stress intense. Cela provoque un déséquilibre chimique qui entraîne des troubles du comportement, appelés psychoses. Plus calme et obéissant, le patient est maintenant conduit dans une chambre individuelle. Il y restera plusieurs jours, le temps que son état se stabilise. Monsieur, asseyez. Voilà. Maintenant, vous restez calme. Hein? On viendra vous voir pour que vous nous expliquiez vraiment ce qui ne va pas. Vous avez compris? Restez calme. Il revient. Bénéficier d'une chambre individuelle, c'est un luxe.
l'hôpital en compte 20. Alors ça, ce sont des chambres individuelles? Oui, ce sont des chambres individuelles où il y a un tout petit peu, il y a le confort, il y a la climatisation, il y a la douche qui est là, individuelle. Alors c'est quoi? C'est une différence de prix qu'il y a avec le dortoir ou est-ce que c'est une différence de patient? C'est une différence de prix. Voilà, c'est une différence de prix en fonction des moyens du patient. Voilà. Ça coûte combien une chambre individuelle? Une chambre individuelle ici, le VIP, c'est 8 000 francs par jour. Et le dortoir? Le dortoir, c'est 30 000 francs le séjour. Le séjour, c'est-à-dire... Quel que soit le temps qu'il fait ici. Un jour, 30 000, un mois, un an, c'est 30 000. Quand les dortoirs ne suffisent pas, d'autres salles sont transformées en chambres pour répondre au nombre croissant de patients. Ça va bien? D'accord. Tu as bien dormi? On vient prendre tes constantes. Lui, c'est un départ à la loi. Bon. C'est-à-dire un départ à la loi? Il est venu soit par réquisition, soit ce sont des, disons que c'est l'État qui l'envoie. Voilà, pour qu'on lui donne des soins. Et quand c'est comme ça, quel traitement il a droit à quel traitement? Et il a le même traitement que les autres. Il a le même traitement que les autres en fonction de sa maladie, voilà. Mais il a les médicaments qu'il faut. Le service social s'en occupe. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de drap sur son lit. Qui est-ce qui fournit les draps ici? Oh, ça, c'est... En tout cas, il n'y a pas de drap. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas qui doit fournir les draps. Nous, si il y a les draps, on fait ce qu'il y a à faire, mais il n'y en a pas. On remonte l'information. C'est à bas de remonter l'information pour que les draps puissent venir. Mais bon. Dans pareil cas, on doit le coiffer, le laver, aller au service social, chercher des habits pour lui et tout, voilà. Généralement, quand ils viennent d'arriver un peu sales, si on peut le dire, voilà. Après avoir constaté son état, l'infirmier décide que le patient doit être rasé. Un devoir d'hygiène pour aider les malades à rester propres et dignes. L'hôpital ne dispose que d'une seule tondeuse pour tous les patients. Quel que soit le désinfectant qu'on va prendre, une tondeuse pour... Et après de 40 personnes ici, c'est déjà un souci. Voilà. C'est un souci d'hygiène? Un souci d'hygiène. Parce que là, s'il est blessé, on va coiffer une autre personne encore. Quels sont les risques? Oui. C'est les risques de contamination, je veux dire. Voilà. Transmission. Parce que généralement, une personne doit avoir sa tondeuse. Une tondeuse pour 40. C'est la même tondeuse qui va chez les dames, je pense. Oui. Voilà. La même tondeuse qui va chez les dames. Prochaine étape, la douche. À Bingerville, les coupures d'eau sont fréquentes, alors, régulièrement, des bidons sont remplis à l'avance au cas où l'eau viendrait à manquer. Accompagnés par un agent d'hygiène, les patients disposent d'un seau et d'une éponge pour se laver. Mais dans les douches, la propreté laisse à désirer. C'est pas difficile pour les patients de se laver avec cette odeur? On va faire comment? Pas trop difficile, puisque le nettoyage j'ai fait 1 à 2 par semaine. Qui est-ce qui nettoie les douches? Nous, les agents d'hygiène. Si on met la douche au propre, elle est quand même à bon usage, on peut l'utiliser. Pendant ce temps, le service de consultation ne désemplit pas. Passage obligatoire pour tout arrivant à l'hôpital, c'est ici que les patients sont évalués. C'est le premier rendez-vous de ce jeune homme. Depuis quelque temps, il a des hallucinations. Son père est à ses côtés. Ça fait 4 ans, on le soigne. Tout ce qu'il va dire aujourd'hui, ce n'est pas de mercenaires, il va dire. Il comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un, tout ce qu'il dit là, c'est maçon. Il est malade, la tête est drangée. Quand il sort le matin, 4 heures du matin, c'est là qu'il va rentrer à la maison. Qui rentre à la maison, il prend les cailloux, il lance sur le tôle, il frappe. Mon fenêtre là, elle a tout cassé. Mais pourquoi depuis toute cette maison, c'est maintenant que vous l'envoyez ici? On a été envoyé quelque part, l'hôpital à Djamé, c'est là-bas on l'a envoyé, c'est eux qui les suivent. Tu vois, non? Tu n'as pas dit dire que voilà pourquoi on n'a pas dit dire qu'on venait ici. Comme je vois, ça ne va pas, c'est pour cela que je dis je vais venir aujourd'hui ici. À un moment, il a pris jusqu'au village.
J'ai fait 2 mois avec lui. Il était guéri lui-même, me dit que de laisser lui revenir faire son travail. Quand il est parti là, tout le monde dit vraiment, le Senfo est trop fort. Ça ne vaut même pas 2 mois. Hein. Il reprend encore son connu. Ça vous embête de venir ici? Conscient d'être malade, ce jeune homme va se laisser faire. Première étape, la prise des constantes, vient ensuite la rencontre avec le psychiatre. Moi, j'étais malade de suicide. Ah, j'ai eu même des idées de suicide. Tu es allé boire acide. Tu veux boire acide. Et cette situation qui t'est arrivée, à ton avis, tu pensais que c'était dû à quoi? Moi, mon psychiatre était surchargé. Surménage? Surménage. Bon, il y a plusieurs trucs, surménage, peut-être il fait de l'alcool, le tabac. Mais tu as dit que tu ne buvais pas assez, là? Non, je ne buvais pas assez. Donc, malgré cela, tu as pensé que ça pourrait être fait d'alcool, je ne pas. Maintenant, la question que je veux... Est-ce que tu as besoin d'aide? Si, j'attends que je suis où? Je suis médecin psychiatre. Oui. Et si ton problème n'a pas de rapport avec la psychiatrie, bon, est-ce que tu attends quelque chose de moi? De mon équipe? Non, c'est pas le bonheur qui quitte. Ouais, c'est sérieux. C'est pas cher la santé. D'accord. Docteur, quel est le but de cet interrogatoire avec le patient? Dans cet interrogatoire, on cherche d'abord à savoir dans quel groupe nous sommes. Est-ce qu'on est dans le groupe de celui qui se sent malade ou dans le groupe de celui qui ne se sent pas malade? À la maison, comment il te prend et comment tu le prends? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous faites des histoires? Comment ça se passe? Oui, il sort matin. Quand il dit qu'il ne faut pas sortir, il vérifie. Quand il sort matin, c'est 4 heures du matin, il va rentrer à la maison. Quelqu'un qui est malade. Oui. Quand je veux parler, c'est pas ça. Et là, s'il m'énerve, je le frappe. Je dis que je le frappe. Je dis, reste calme. On va te soigner. On va te soigner. D'accord. Il ne veut pas. Il a 39 ans. 39 ans, c'est ça? 38 ans. Mais pourquoi tu le frappes avec des bois? Il ne peut même pas marcher à l'heure là. Mais ça ne vous dit rien. Les comportements violents n'arrangent pas la situation d'un malade. Ils peuvent même accentuer leur instabilité. Les comportements que nous avons à nos enfants depuis leur bas âge, ça les suit jusqu'à 21 ans. Et ça fait 21 ans que la personne se structure. Sa personnalité prend sa forme à 21 ans. Et à partir de 21 ans, ça se fixe. Ça ne peut plus changer. Mais pour en arriver à 21 ans, c'est tout ce qu'il a vécu dans la grossesse, dans le ventre de maman, jusqu'aux 21 ans. C'est ça qui se consolide à 21 ans. Donc, c'est un problème purement affectif. Est-ce qu'on a été beaucoup attentionné? Est-ce qu'on a cherché à savoir qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'on a cherché à savoir comment il souhaiterait qu'on fonctionne? Ce n'est pas évident. Donc lui-même, il va à la recherche de ces solutions. Pour être sûr de poser le bon diagnostic, il faut multiplier les questions et connaître l'histoire des patients. Les entretiens avec les psychiatres sont longs. Celui-ci a duré 4 heures. Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, ça va. Merci. Alors qu'est-ce que tu as décidé? Vous allez rester un peu? Non, bon, il n'y a pas de date pour moi. Donc, on va commencer. On va aller rendez-vous jeudi prochain. D'accord. On va commencer le traitement. Le jeudi prochain. Vous allez suivre le traitement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Là, le fond. Alors, la santé n'a pas de prix. Au détour d'un couloir, nous retrouvons Marie-Stéphane, de nouveau aux mains des surveillants. C'est la 2e fois de la journée qu'elle pique une crise. Elle refuse l'internement et la prise de médicaments. Face à nos caméras, Marie-Stéphane tente de nous convaincre qu'elle n'est pas malade. Des justifications qui vont dans tous les sens, un flot ininterrompu de paroles. Mes enfants, j'attends mon enfant à avorter mes enfants. Il a avorté 6 enfants avec médicaments. Mais cette fois-ci, je sors demain. Ou bien il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ici, à ce zone, c'est affaire pour les fous. Il y a toutes mes facultés en place. Je dors où je ne sais pas c'est où je dors.
Le dialogue est impossible et les surveillants peinent à calmer la patiente. Elle finit même par s'en prendre à une autre malade. Mais toi, t'es loupé. Non, pardon. Il était loupé d'abord. Il était loupé d'abord. Il était loupé d'abord. Je te demande, voici toi. Non, c'est là. C'est une sorcière. Faut laisser ça là, faut te coucher. Ne me couche pas. Oda, il est venu en rêve. Il ne m'assoit plus ici. Il ne m'assoit pas ici. Je dis ça arrive souvent. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour faire quoi là? Voilà, on est venu. Bon, quand c'est comme ça, on est là pour les maîtriser. Souvent, si ça va pas aussi les mettre dans l'isoloir, tout ça là. Non, c'est comme ça. Les surveillants sont toujours munis de ceinturons. Ils leur servent à attacher et maîtriser les malades trop violents. Mais avec cette patiente, pas la peine de s'en servir. Ils optent pour une autre méthode, direction l'infirmerie. Le 28 novembre, il a fait injection. Il a fait injection encore. Ok, il a fait injection encore. Je suis en train d'apporter mes enfants. Mais c'est 2020, la mère ne fait plus injection. Il ne vient plus à l'hôpital. Moi, ça a aussi. Elle a reçu son traitement. Il y a fait de délégué médical, il y a fait de aide-soignante. Tout la moitié au jour, il y a 5 jours. Il ne doit pas à l'hôpital. Vous trouvez ça dur d'être confronté tous les jours à la folie? Les patients, où on trouve ça dur. Des fois, même le patient, quand il fait des choses que tu parles, il t'insulte jusqu'à même ton handicap, même. Et sa fille, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu es obligé de gérer. Il y en a, par contre, quand il t'insulte comme ça, après, il vient s'excuser. Ta maman te dit, ah, quand tu étais malade, tu as insulté la dame. Elle dit, ah, vraiment, elle s'excuse. Si ce n'est pas la maladie, est-ce qu'elle, une dame comme ça, là, elle va l'insulter? Quelques minutes plus tard, Marie-Stéphane est plus calme. Après la colère, place à la joie. Vous aimez chanter, c'est ça? Oui, je chante en joie. Danser, chanter, ça vous fait du bien? Dans l'enceinte de l'hôpital, impossible de passer à côté des nombreux proches qui accompagnent les patients. Marcelin Ouyourou est ici depuis 2 semaines. Son neveu est hospitalisé pour violence et comme beaucoup de familles, il dort sur place. Soit on peut venir dormir sur le problème à côté du lit du patient. Voilà, les commodités ne sont pas tous réunies, mais on est obligé de faire avec. Non seulement il fait chaud dedans, avec les moustiques, et souvent la chambre n'est pas balayée, pourtant c'est payé. Il y a le manque de services d'hygiène. Voilà. Donc on ne sait pas que faire. Conditions d'hygiène douteuses, détritus à même le sol et des poubelles contenant des seringues et des aiguilles ayant déjà servi sont à la portée de tous. Une situation qui met cet homme en colère. Voilà les chambres qui sont là, qui ne sont jamais balayées, c'est nous-mêmes qui balayons. Et c'est vous qui avez ramené les draps Oui, les lits sont vides. Regarde les nattes qui traînent là, sur le lit. C'est les nattes, c'est nous-mêmes qui couvrons le lit. Sinon, c'est ce que j'ai dit que le directeur fait ce qu'il peut. Je pense que l'État doit quand même prendre soin des patients, de l'hôpital psychiatrique, parce que c'est les êtres humains comme eux. Et tout ce qui leur arrive peut arriver à n'importe qui. Voilà encore, ça veut dire que sur la santé qui nettoie, ils ont fini par exemple, c'est resté là. Donc quand ça est là, tu ne sais pas si ça appartient à cette chambre ici. Et tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que celui qui appartient à cette chambre, certainement que la personne a utilisé les... Tu ne sais pas dans quelles conditions il a utilisé, donc tu as même peur de toucher. On n'a même pas de gants. 18h30, le dîner est servi. 15 minutes plus tard, c'est l'heure des médicaments. Souleymane assure la distribution. Tous les malades sous traitement doivent le prendre avant d'aller dormir. Toi, tu ris seulement. Pourquoi tu ris? Tu entends? Tu as pris Christo de manteau. Ouais, Dédé. C'est pas ce qu'on te donne d'habitude. Est-ce qu'il arrive qu'un patient oublie de prendre ses médicaments? Ici, comme c'est nous-mêmes qui donnons, voilà, on veille à ce que tout le monde prenne ses médicaments. Mais il arrive qu'on fasse l'appel, il y a des gens qui ne sont pas là. Si on les a cherchés, on ne les a pas trouvés, on attend jusqu'au matin. Si on ne les a pas trouvés, on met dans le registre que telle personne n'a pas répondu à l'appel. Ceux qui vont monter vont chercher à savoir pourquoi. La nuit tombe sur l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Les malades dorment. Souleymane est un peu tranquille. 1 jour sur 3, il travaille 24 heures d'affilée. Cela fait 12 heures qu'il est à l'hôpital
Sa journée n'est donc pas finie, il a encore 12 heures à tenir. Travailler dans un hôpital psychiatrique demande beaucoup de patience et de recul. Oui, entre l'hôpital et quand on rentre chez soi. On ne va pas transporter ce qui est à l'hôpital ici à la maison, sinon on ne vivra pas bien. Quand on quitte l'hôpital, on a quitté l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, on est à l'hôpital. Voilà. On finit, c'est ce que je dis, on finit par s'habituer. Sinon, si tu veux prendre tout ce qui est ici pour arriver à l'hôpital, c'est pas sûr, pour arriver à la maison, c'est pas sûr que toi-même tu ne fasses pas partie des patients d'ici. Voilà. Donc c'est ça. C'est quelque chose qui vous fait peur parfois d'être submergé par toutes les émotions que vous pouvez ressentir ici? Oui, je vais dire que tu sais que l'histoire qu'on raconte, ça peut t'arriver. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui ici. Et donc, souvent, ça fait peur. Il y a des situations qu'on raconte ici que toi-même, tu sais que tu es passé par là. Voilà. Et tu aurais pu être ici, mais si tu n'es pas ici, c'est que c'est une chance que tu as eue. Quand tu retournes à la maison, ah bon, donc ce qui s'est passé là, je pouvais me retrouver comme ça. Tu vois, tout ça, ça fatigue un peu l'esprit, mais on gère quand même. La sécurité de l'hôpital est assurée par une agence privée. Adolphe travaille ici depuis 8 ans. Chaque soir, il commence sa ronde par la cuisine. Il faut éviter les vols de nourriture ou d'ustensiles. Est-ce qu'il y a des malades qui ont déjà réussi à s'introduire dans la cuisine? Oui, il y a beaucoup même. Mais on l'a pu... Mais là, quand ils viennent et ils rentrent, et ils font ce qu'ils font, on vient, on trouve le désordre. Adolphe interrompt sa ronde à l'extérieur car une patiente hurle dans l'hôpital. Certains malades sont réveillés. Les hurlements proviennent de la chambre d'isolement. Une pièce de 13 mètres carrés, sans lit, sans lumière, sans toilette. Elle ne doit pas sortir. 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 C'est ça, il te dit. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas m'appeler. Les patients les plus violents peuvent passer jusqu'à 3 jours enfermés dans cette chambre, le temps qu'ils se calment. L'hôpital possède 4 chambres d'isolement comme celle-ci. Sont placés dans ces pièces les malades les plus agités. Ceux qui viennent, qui sont trop violents, c'est si on vient les mettre. Parce que si on ne fait pas ça, il peut blesser quelqu'un. Nous, on ne peut pas les frapper. Mais pour te maîtriser, on te met ici, on te soigne, on te fait une injection, puis on te met ici. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver à l'isoloir? Elle est agressive. Elle a agressé les gens. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans l'isoloir. Et là, du coup, vous êtes obligé d'y aller avec les mains, quoi. Oui, parce que, bon, comme elle criait 3 heures, nous sommes partis la voir même. Il y a quelques jours, sinon, nous, on devait attendre jusqu'à demain, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est ça. Tant qu'elle n'est pas tranquille, elle va rester là-bas. Demain, on lui donne son manger, on le fait. Tant qu'elle n'est pas tranquille, mais selon ça, elle va toujours avoir tout son traitement. Matin, on fait son traitement. Si elle est tranquille, on la laisse. Si elle n'est pas tranquille, on la remet là-bas. Le silence est revenu dans les dortoirs. Adolphe et son collègue retournent surveiller l'entrée de l'hôpital. Si cette ronde s'est bien déroulée, d'autres leur ont laissé des traces. Ça, c'est une marque de dent. Oui. Comment c'est arrivé? Ce malade, quand ses parents, il a giflé son parent, donc je l'ai pris par le cou, et puis ils ont enlevé ses pieds. En même temps, il m'a mordu ici, pris ici. Mais on a pu maîtriser, et puis l'envoyer, l'ont fait injection. Et vous en avez beaucoup des marques comme celle-ci? Bon, plusieurs fois. Mon collègue, lui, ce sont ses habits. La fois, ils ont déchiré. Ça, c'est un nouveau tricot, ils l'ont envoyé. Ici. Ça, c'est un nouveau tricot. Il y a une petite trace qui passe ici, vous voyez tout. Mais, ça là, c'est les ongles d'une fille. Elle m'a griffé, mordu ici, bon, ça va. C'est pas facile. C'est pas facile, le travail n'est pas facile. Mais ce que je suis, on fait avec. Puisque c'est le métier, on a choisi. Adolphe poursuit sa ronde jusqu'au matin. Le lendemain matin, Souleymane finit sa garde par la distribution des médicaments et son rapport. Après 24 heures de travail, il est toujours souriant et reste positif.
ce qui me plaît ici, c'est que derrière tous les malades que vous voyez là, il y a une histoire. Voilà. Et chaque histoire est différente. Voilà. Et donc, aider les gens, aider les gens à devenir eux-mêmes. Parce que dans les autres centres, c'est différent. Ce sont des malades organiques. Mais ici, il n'est plus lui-même. Il a perdu toute sa faculté. Et quand, de la manière, ils viennent, tu vois le cheminement et tout jusqu'à la fin. Quand il sort, tu sens que tu as fait quelque chose de beau. Il est redevenu lui-même. Et puis bon, c'est une satisfaction. Pendant 2 jours, Souleymane va pouvoir se reposer. Il sera de retour à l'hôpital pour une nouvelle garde dans 72 heures. C'est également la fin de service pour Adolphe. Avant de rentrer chez lui, le surveillant va vérifier si la patiente en salle d'isolement va bien. Pas de nouvelles crises à signaler pendant la nuit, mais elle n'est pas encore assez calme pour sortir. Elle est dans quel état là? Ouais, actuellement, c'est pas très agréable. On va laisser sortir. Elle va assumer la panique. Vous allez la garder combien de temps à l'isolement? Bon, là, ce matin, ils m'ont fait son traitement. Voilà. Mais alors qu'Adolphe s'apprêtait à quitter l'hôpital, il est appelé en renfort pour maîtriser une malade. Et c'est encore Marie-Stéphane, la patiente bipolaire qui fait des siennes. Elle veut sortir, mais les agents le lui interdisent. Conséquence, elle est en colère. Ces crises à répétition ont eu raison de la patience des agents de sécurité. Ils la soulèvent. Je ne suis pas malade, mais faculté, c'est écrit avec grand F. Je suis institutrice d'État. La patiente est reconduite dans l'hôpital. Adolphe, sur les nerfs, part à la recherche d'infirmiers. Il demande à ce qu'elle soit placée en salle d'isolement. Autorisation accordée. Voici sa soeur. Il a dit qu'il ne faut pas me forcer. Au secours! Au secours! Marie-Stéphane est conduite de force dans une chambre d'isolement sans ménagement. Les infirmiers, les agents de sécurité sont à bout. Avant de l'enfermer, ils la déshabillent par mesure de sécurité selon eux, mais tous les patients ne sont pas placés en isolement nu. J'ai cru que c'est ça. Monsieur. Quelque chose de l'enfermer du coup? Oui, actuellement ici. Si on ne peut pas ça aujourd'hui, c'est pas bon. Bon. Valérie Monet, éducatrice spécialisée, travaille à l'hôpital psychiatrique de Bingerville depuis 6 ans. Son rôle, aider les patients à prendre conscience de leur état, accepter la maladie et préparer leur réinsertion sociale. Tous les matins, après avoir vérifié son planning, elle rend visite aux malades. Tu as bien dormi. Tu as très bien dormi. Tu as pris tes médicaments ce matin. Le traitement psychiatrique est évolutif. Lorsque le patient prend correctement ses médicaments et qu'il va mieux, les doses sont réduites de 3 à une seule prise par jour, ce qui pourrait être le cas de cette patiente. Comment tu vas? Ça va, tu as bien dormi? Tout se passe bien? D'accord. Tu as pris tes médicaments du matin? Pourquoi? Pourquoi tu vas aller chercher tes médicaments? Pourquoi tu ailles chercher tes médicaments? Pourquoi tu prends ta dose du matin? C'est obligatoire. Que les patients ne prennent pas les médicaments le matin? Bon, je suis quand même étonnée. On va vérifier. Parce que peut-être qu'on a enlevé son traitement du matin. D'accord. Sinon, les filles de... comment on appelle? Les aides-soignantes veillent à cela. Donc, pour la plupart de ces femmes qui sont là, comment est-ce qu'elles vont? Elles vont mieux. Elles sont sous traitement. Donc c'est vrai qu'on dort beaucoup, mais elles vont mieux. Et le traitement peut durer combien de temps? Ici, la durée moyenne de séjour, c'est environ 21 jours. 21 jours. Et après 21 jours, le patient est prêt à repartir. Voilà, il peut sortir. Maintenant, souvent, c'est les problèmes sociaux qui font que le malade dure en hospitalisation. Quand on n'a pas encore retrouvé les parents, on fait la recherche de famille.
Si on n'a pas encore retrouvé un parent, bon, on patiente un peu. Mais quand on a retrouvé, par exemple, le malade peut indiquer où il se trouve, les travailleurs sociaux, on se charge de le raccompagner chez lui. D'accord. Et généralement, quand ils arrivent, ils sont dans quel état? Est-ce qu'ils savent qui ils sont? Comment ils arrivent? Dans quel état ils arrivent? Quand ils arrivent à l'hôpital, bon, pas forcément qu'ils savent. Hein. La preuve, ils sont agressifs, ils sont souvent agités. Ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne reconnaissent pas qu'ils sont malades. Il y en a qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas. Ça dépend de la pathologie qu'ils ont. Les symptômes des maladies psychiatriques sont variés. Modification de l'humeur, isolement, perte du sommeil, paroles incohérentes, autant de signes qui peuvent mener à des troubles du comportement. Je suis arrivé à l'hôpital ici, ça va me faire maintenant 2 semaines. Il faut dire que l'hôpital, depuis que je suis arrivé, j'avais quelques petits soucis à la tête, des troubles un peu mentaux, on peut dire. Quand je suis arrivé, l'hôpital, ils se sont tellement bien occupés de moi que maintenant, vous voyez, je parle correctement. J'arrive à assimiler les mots comme il se doit. Alors qu'avant, j'avais du mal. Je me rappelle, il y a 2 semaines avant cela, je n'arrivais même pas à prononcer les A ou les O, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui était A, qu'est-ce qui était O. On les remercie bien pour les prises en charge qu'ils nous font et la manière dont ils s'occupent de nous. À son bureau, un patient qui a tenté de s'évader la veille l'attend. Avec son collègue, assistant social, Valérie tente de raisonner le malade qui, sous l'effet des médicaments, a du mal à s'exprimer. Tu sais, regarde, ce que tu fais, tu n'as pas encore compris. On t'a toujours dit, l'hôpital, c'est un hôpital. Pourquoi on t'a amené ici? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Tu as eu un accident. Ici, là, tu es avec qui? Tu es avec des médecins. On te soigne. C'est pas ça? Mais quand ça va aller, tu vas sortir. Je t'ai toujours dit qu'ici, ce n'est pas une prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a souffert? Donc, ça va bien plus tard. C'est mon dossier là en 2012. 2012, j'avais gagné un dossier ici, 2012. Tu m'as demandé d'appeler ta maman. J'ai dit oui, je l'ai appelé ta maman. Je t'ai dit que ta maman venait. Là, tu sautes la clôture, c'est pas lui. Sa maman est venue. Ta maman est venue hier? Est-ce que ta maman n'est pas venue? Tu as sauté la clôture. Tu veux sortir, non? C'est ce que tu veux, non? Donc, si tu veux sortir, tu n'as qu'à prendre bien tes comprimés. Assure ce qu'on te demande de faire ici. En attendant que la maman du patient arrive, Valérie se rend à une séance de sensibilisation et d'information pour les malades et leurs familles. Aujourd'hui, nous sommes venus, on s'est réunis, on doit parler des rechutes. Ok, ça marche? Qui sait ce que c'est qu'une rechute? Une rechute, c'est quoi? Manière de rechuter, c'est revenir à l'ancienne nature. C'est ça, c'est ça. Donc la rechute, là, c'est le fait de revenir en hospitalisation pour la même maladie. Qui sait pourquoi on fait des rechutes? On ne suit pas ce traitement. C'est une bonne réponse. Quand on ne suit pas son traitement. La deuxième cause, là, c'est l'environnement social, c'est-à-dire le milieu, là. Où vous vivez, là, il y a toujours palabre dans la main, même si ce n'est pas vous. Mais quand vous êtes toujours en train d'assister au palabre, on crie, on est toujours énervé. Même si vous prenez les médicaments, vous pouvez rechuter. Quand les parents vous disent de prendre les médicaments, acceptez. Parce que le conflit, là, de fois, ça vient de là aussi. Vous n'acceptez pas de prendre les médicaments. Les parents payent, vous ne buvez pas. Je vous ai dit, quand le médicament vous fait quelque chose, c'est un médicament, c'est un produit, ça a des effets. Et ça peut avoir des effets secondaires. Mais le bien que ça vous fait, là, c'est plus que les effets secondaires. Les maladies psychiatriques sont méconnues en Côte d'Ivoire. Elles sont souvent incomprises et diabolisées par les familles. Il est important que les patients prennent leurs médicaments et respectent les doses, sans quoi ils rechutent. Les médicaments peuvent entraîner des nausées, des vertiges et des maux de tête. Pour soigner les troubles mentaux, il existe 3 types de médicaments. Les antidépresseurs, qui permettent de réguler les humeurs du patient, les anxiolytiques, pour combattre l'anxiété et le stress, et les plus forts, les neuroleptiques, prescrits en cas de délire et d'hallucination. Pour sensibiliser les familles, il faut faire preuve de pédagogie.
C'est pour vous faire comprendre que quand vous rechutez là, ça ne vous arrange pas. On est d'accord? Quand on rechute là, ça n'arrange personne. Parce que ça n'arrange pas vos mamans aussi qui sont à côté de vous. Parce qu'elles laissent leurs activités, elles viennent dormir ici. C'est ça aussi qui leur permet d'avoir un peu d'argent pour vous soigner. Et elles n'ont pas l'argent, tout est stoppé. Ces séances de sensibilisation familiale ont lieu chaque semaine. De retour à son bureau, Valérie retrouve le patient qui a tenté de fuir l'hôpital. Sa mère est arrivée. Ici, c'est un hôpital, avec ces conditions. Si tu veux sortir, tu attends, toi tu nous as dit ce matin que pour sortir, il faut un avis de sortie venant du médecin. C'est pas ça. Le médecin aussi demande, prend aussi nos avis pour faire ta sortie. Tu comprends? Ta maman est venue vers toi maintenant pour un temps, pour suivre ton traitement. Donc il n'y a plus lieu de pouvoir fuguer, de faire quoi que ce soit. C'est bon? On est d'accord? On se met d'accord là-dessus? Ok. Donc ça marche. Le médecin, quand il va demander comment tu te comportes, parce qu'on demande notre avis aussi avant de faire ta sortie. Mais sinon on lui dit non, tu as sauté la clôture. Tu vois que là, ça peut compromettre ta sortie, non? Ça veut dire que tu n'es pas encore stable. Tu comprends? Ta main est là, elle est auprès de toi, tu vas te manger ton chipsi, non seulement tu n'invites pas, tu manges seul, tu es content, c'est pas ça? Hein? Tu es content que ta mère soit là, non? Elle sera c'est ce que tu voulais, non? Donc on a donné ce que tu voulais. Nous, en retour, il faut nous donner ce que nous on veut. C'est bon? Oui. Rassuré par la présence de sa mère, le patient est plus calme et retourne à sa chambre. Dans le bureau du docteur Gaillet, deux frères ont amené leur sœur en consultation. Ils sont inquiets. Aïcha a 24 ans, elle fait des convulsions depuis 10 ans. La situation est difficile pour la famille, ils veulent comprendre ce qu'elle a. Vous avez déjà vu votre sœur en crise? Oui. Vous pouvez me décrire ça? Qu'est-ce que vous avez vu? Quand ça vient là, comment ça commence? Bon, quand ça vient comme ça, si elle est assise comme ça, elle saute en même temps comme ça. Elle fait un pas comme ça. Voilà. Elle fait un pas comme ça. Puis elle tombe en même temps. C'est-à-dire, elle se lève, elle claque la main, elle commence à courir, et puis pendant la course là, elle tombe. Ah oui. Et quand elle tombe, comment elle est à terre? Quand toi tu la regardes à terre, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, si elle est tombée, peut-être elle commence à faire sortir les crachats. Oui. Est-ce que crachat sort un coup ou bien est-ce qu'elle est tranquille à terre? Non, non. Au moment qu'elle fait des gestes comme ça, ça me marque les crachats sortent. Il faut qu'on comprenne bien aussi. Est-ce que tu la vois, elle devient dure comme ça avant de secouer ou bien? Certainement. Ah, mais moi, je ne suis pas là-bas. Elle le dit. C'est que tes dieux, voilà, donc tu vois qu'elle devient dure comme ça, et puis après? Voilà, exactement, c'est ça. Hein? C'est important pour vous d'avoir le mais témoignage justement, d'une famille. Oui, une belle description de la crise te permet tout de suite de faire le diagnostic. En quelques minutes, le docteur Gaillet reconnaît les symptômes de l'épilepsie, une maladie caractérisée par une anomalie de l'activité électrique du cerveau. Peu connue du grand public, elle est souvent confondue à tort avec un trouble psychiatrique. La maladie de votre sœur, là, on peut soigner ça. Parce que ces maladies-là, on dit trop de choses dessus. Et puis les gens disent ce qu'ils ne connaissent pas. Il arrive quelquefois même qu'on dise que quand son crachat là t'a touché, en même temps tu as pris la maladie. Mais c'est faux. Moi, j'ai suivi les épileptiques pendant près de 17 ans et puis après j'ai relâché. Peut-être que je serai épileptique. C'est parce que dans le cerveau, il se passe un court-circuit. Et la personne ne se contrôle plus. Et puis le regard des autres, ça fait que son cœur bat à tout moment. Il ne faut pas que je tombe où il y a beaucoup de monde. Il ne faut pas que ça m'arrive au moment où on me regarde. Faut pas... Ça fait que l'épileptique, généralement,
a peur même de participer à la vie sociale. La personne préfère rester à la maison pour ne pas qu'elle aille tomber devant les gens. Mais voilà, maladie de la honte. Elle préfère rester à la maison. Il y a trop de choses qu'on raconte dessus. Non, c'est pas contagieux. Ça se guérit. On en guérit. Et puis, elle ne peut pas transmettre ça à ses enfants. Encore moins à son mari. Pour la famille d'Aïcha, la nouvelle tombe comme une libération. Cela faisait des années qu'Aïcha vivait isolée de ses camarades de classe, moquée et rejetée pour ses crises. Elle prendra désormais un traitement. La famille est soulagée. Alors, après avoir entendu les mots du médecin... Vraiment, je suis rassuré. Au début, j'avais peur parce que je me disais, j'étais un peu pessimiste, mais vraiment, je suis rassuré. Je sais qu'elle va guérir et c'est ça même mon souhait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent? Il avait dit, il m'a lancé ça d'autres chèques à même pour il toujours dit. Il y a Chris. Voilà, elle se sent effrayée, mais elle est contente. Elle se sent effrayée, elle a peur, mais elle est contente. Voilà, moi-même, je suis hyper heureux. Parce que j'étais un peu dans le flou. Maintenant, je vois que je suis la voie. Voilà, donc mon souhait est que je puisse avoir les moyens nécessaires pour que je puisse la conduire. Moyens limités, personnel soignant insuffisant, l'hôpital psychiatrique de Bergerville se bat chaque jour pour traiter au mieux les malades, combattre les tabous et éduquer les familles à prendre en charge leurs proches avec plus de délicatesse. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bergerville. Vous êtes médecin psychiatre. Merci de nous recevoir dans votre établissement. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. La maladie psychiatrique en Côte d'Ivoire fait peur et on a des difficultés à la comprendre. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est notre problème actuellement. Nous avons beaucoup de patients ici abandonnés par les parents. Beaucoup de patients qui ont été pris dans les rues. Les deux par la loi. Les deux par la loi, les réquisitions, les cas sociaux. Je vous dis, dans certaines familles, le service social fait le maximum pour prendre le malade, envoyer le malade en famille. Certaines familles disent, non, il n'est pas de chez nous, on ne le connaît pas. Ces personnes sont rejetées. Rejetées. On vous dit, bon, faites-en ce que vous voulez, mais nous, on ne veut plus de cette personne-là. Ça fait qu'il y a du monde parfois. Or que personne n'est à l'abri de la maladie mentale, même le médecin. Quel est le message, mais très simple et très clair, à l'endroit de ceux qui abandonnent, par exemple, leurs parents dans votre établissement parce qu'ils ont peur, ils ont honte, et évidemment, il y a cette superstition parce qu'on pense que c'est un sort qui a été jeté. Je peux leur dire que tout malade mental peut être stabilisé. Quand je dis stabilisé, la maladie peut guérir peut-être pour un moment et revenir. Et c'est logique. Je prends le cas du paludisme. Oui. On vous traite votre accès palustre. Il n'y a pas de problème, vous êtes guéri. Vous allez à la maison. Quand vous allez à la maison où il n'y a pas de moustiques, où il y a plein de moustiques, vous allez refaire la maladie. C'est la même chose. Quand la personne est stabilisée avec des médicaments appropriés et qu'elle va dans le même lieu avec les mêmes éléments qui sont à la base de la maladie, elle va refaire la maladie, surtout quand elle arrête le traitement. Donc, à l'hôpital psychiatrique, nous avons de plus en plus de patients et la population doit comprendre que la maladie mentale peut se stabiliser, peut même guérir. Elles ne guérissent pas toutes, mais en majorité, elles peuvent guérir. Vous avez ouvert votre établissement aux équipes de Soprod 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vos patients sont très attachants et nos collègues nous en ont parlé. Au début, ils n'étaient pas attachants, ils étaient répulsifs, ils étaient agressifs. Mais le comportement du personnel médical, paramédical, du service social, ce comportement a fait que ces personnes ont compris qu'elles avaient refusé de venir à l'hôpital, mais en réalité, les gens ont eu raison de les envoyer à l'hôpital. Dans le reportage que nous avons suivi, nous avons vu un garde qui demande qu'une malade soit conduite en salle d'isolement. Est-ce que c'est son rôle? Quand le malade est agité, presque incontrôlable, nous faisons un traitement d'urgence
Le temps qu'il se calme, on l'isole. On ne peut pas l'attacher comme cela se faisait avant. Il y a une salle où le patient est, le temps qu'il se calme et qu'il revienne dans le pavillon, dans son lit. Est-ce que c'est au garde de décider ou de décréter qu'il faille que ce malade, c'était une dame en l'occurrence, soit conduite dans une salle d'isolement? Ce n'est pas le gardien, non. Le gardien se dit quoi? Habituellement, quand c'est comme ça, on conduit ses patients dans la salle d'isolement. On ne peut pas envoyer un patient dans la salle d'isolement sans l'avoir traité, sans avoir initié le traitement. Le malade, quand il arrive, quand il est agité ou pas, il est reçu aux urgences, à la consultation. Et un traitement est fait sur place. Mais le temps qu'il se calme, pour ne pas qu'il puisse être un danger pour lui-même et pour les autres, on l'isole pour un moment. C'est temporaire? Temporaire, bien sûr. Certains patients, M. Diomandé, affirment être battus par des gardes. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est dans leur esprit? Quelle est la réalité des faits? La réalité des faits, c'est que ces ceintures, c'est des moyens de dissuasion. Les gardiens prennent parfois la ceinture pour les effrayer. Et ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que même hier, il y a le personnel qui a été agressé par des malades. Nous sommes obligés d'utiliser de tous les moyens, pas les porter main, pour les immobiliser. Et cela est considéré par les patients comme une agression. Ça se comprend. Pour une personne qui est normale, qui est immobilisée, c'est une agression. Mais quand c'est un patient qui peut agresser, qui peut être un danger pour lui-même et pour les autres, nous avons l'obligation de les immobiliser pour pouvoir faire le traitement, peut-être l'envoyer en salle d'isolement, mais pas les frapper. Cela est interdit. Est-ce qu'on peut penser que la présence de parents dans votre établissement aux côtés de ces malades, donc de leurs proches, peut concourir ou aider à la guérison des malades? C'est une solution que nous avons envisagée et que nous pratiquons. Parce qu'en fait, quand un parent est à côté du malade à l'hôpital, ce parent est l'ambassadeur de la famille auprès du patient. Quand ça commence à se stabiliser, quand ça commence à aller, cette personne-là va dire à la famille: ah, notre frère, là, ça commence à aller. Hein. Vraiment, il regarde tout ce qui s'est passé. Il est courant maintenant, ça va, tout se passe bien. Ça facilite la réinsertion à la maison. C'est pour ça que nous demandons toujours aux parents de faire venir quelqu'un à côté du patient. Monsieur Diomandé, quelles sont les qualités qu'il faut pour un personnel soignant dans un hôpital psychiatrique? D'abord, il faut avoir une formation. Avant tout ça, il faut aimer l'homme, avec ses qualités et ses défauts. Parce qu'il n'est pas facile de prendre en charge quelqu'un qui refuse d'être pris en charge. Mais votre caractère, votre disponibilité, tout cela fait qu'à la fin, le malade se dit: mais ce monsieur-là, il veut m'aider, il ne me veut rien. C'est ce qui fait que rarement le malade mental agresse le psychiatre. Cela peut arriver, mais c'est une disposition d'esprit. Quand vous n'aimez pas l'homme, vous ne pouvez pas faire de la psychiatrie. Y a-t-il suffisamment de psychiatres en Côte d'Ivoire? Et puis, est-ce que cette profession est valorisée dans le milieu, je dirais, médical? Il n'y a pas assez de psychiatres en Côte d'Ivoire. On peut avoir un chiffre? Oh, on ne vaut pas 100 psychiatres. Ça va vous faire sourire. Quand on est psychiatre dans le milieu médical, on est déjà étiqueté par nos collègues eux-mêmes. Il y a quelques années, c'était peut-être 3 ou 4 qui s'inscrivaient en psychiatrie. Mais maintenant, il y a plus d'une quinzaine qui s'inscrivent en psychiatrie. Ça veut dire que de plus en plus, la population médicale commence à comprendre que la psychiatrie est importante. Mais juste là, cela est insuffisant. Regardez par exemple, pour tout l'hôpital psychiatrique, nous avons actuellement 5 psychiatres. Nous avons eu 3107 nouveaux malades en 2019. Est-ce qu'il y a une explication? J'ai l'impression qu'il y a une hausse. Comment on explique cela? Cela peut s'expliquer par la confiance que la population fait à la médecine moderne. On se dit que la maladie est divine, que la maladie est due à une cause par un ensorcellement. Un ensorcellement, on ne se dit pas que le médicament est à l'hôpital.
Le médicament est dans la tradition. Il y a des personnes qui sont censées guérir ces maladies mentales dans la tradition à cause de nos convictions culturelles. Ce sont les croyances. Ce sont les croyances. Et on ne peut pas aller contre ces croyances-là comme ça. Il faudrait que la population sache qu'il y a d'autres possibilités de traiter ces malades-là malgré ces croyances-là. Et c'est ce que nous faisons. Quand vous traitez un malade a une culture et d'une certaine origine. Il a des convictions préalables dues à son éducation. Quand vous prenez un patient de ce genre qui a ces convictions-là avec celles de ses parents, il faut tenir compte de sa culture. De telle sorte que de plus en plus du traitement médical, nous ne nous opposons pas forcément au traitement traditionnel, quand ce traitement est bien mené et expliqué. Ça explique pourquoi même il y a le ministère de la direction de la médecine traditionnelle. Oui. Ça nous permet de concilier la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et ça se passe généralement bien. Vous avez un exemple à partager avec les téléspectateurs? À Korogo, oui, il y a un centre où particulièrement je travaille avec un guérisseur. Et nous combinons nos connaissances. Quand le patient arrive, le monsieur me dit, « Ah, docteur, moi je vais faire ce qui me revient. » Et il dit à la famille, si c'est un ensorcellement, si telle personne veut du mal, si c'est mystique, moi je m'en occupe. Mais les autres parties, là c'est le docteur qui va s'en occuper. Et les familles, elles acceptent ce procédé? Les familles acceptent. Et quand il n'y a plus de cause mystique, les patients et les parents sont déjà détendus. Alors maintenant, nous faisons notre traitement. Est-ce que vous avez des résultats? Des très bons résultats. Des très bons résultats parce que toute maladie mentale a à la base une angoisse, la peur. Chacun de nous a une angoisse. Oui. Mais si cette angoisse vous empêche de faire l'émission, elle devient pathologique. Ça, c'est l'angoisse de tout le monde. Mais il y a des angoisses pour les malades mentaux que j'appelle psychotiques, que c'est des angoisses où ils se disent qu'on va les tuer. C'est l'angoisse des morts, des catastrophes. Et toute personne étrangère est considérée comme un danger pour ces personnes-là. Pour les téléspectateurs et ces familles qui regardent cette émission, qui ont peut-être des malades dans leur famille, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce qui concerne les perspectives et votre vision pour 2020? Vu les projets pour l'hôpital psychiatrique, et dès maintenant qu'ils envoient leurs patients à l'hôpital psychiatrique. Une réhabilitation a commencé par les pavillons, l'étanchéité, la clôture qui n'était pas comme ça avant. Et nous avons eu l'agréable surprise d'être informés que cet hôpital-là sera réhabilité. Mais je pense quelque part que si les hôpitaux des autres villes sont réhabilités, aussi à des structures créées à l'intérieur, il y aura moins en moins de malades ici parce que tout le monde ne viendra pas à l'hôpital psychiatrique. C'est sur cette note d'espoir que nous terminons cette émission. Merci, M. Demandé. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci infiniment de nous avoir reçus dans votre établissement et surtout d'avoir répondu à nos questions, des questions sur un sujet vraiment sensible. J'espère que ce reportage sur l'hôpital psychiatrique de Bingerville vous aura touché autant qu'il a touché les équipes de Soprod et que vous avez été sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les malades, les familles des malades et surtout le personnel soignant. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit de 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou son site www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.